Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité. À Racaille, la 138e, avec à la régie notre camarade Pichekou, fidèle au poste. Bonjour. À la culture, particulièrement à l'histoire de l'art, notre camarade Jean, qui est là à ma gauche. Salut à tous, Pichekou, l'autre voix de la Fédération. Oui, bien sûr, l'autre voix de la Fédération anarchiste, vous avez pu commencer à l'entendre, et vous l'entendrez probablement de plus en plus, jusqu'à temps qu'elle nous ait tous les deux complètement phagocytés. Mais enfin, on résiste avec nos petits bras musclés. Pour vous parler de l'artiste dans la société. Vous savez, la société est aussi composée d'artistes. Donc, dans ce studio, d'ailleurs, il y en a deux. Enfin, il s'imagine. L'artiste, en dehors de celle-ci, où il est le plus souvent, être à Radio Libertaire, c'est un peu être en dehors de celle-ci, d'ailleurs. Non, je veux dire de la société. L'artiste et l'engagement politique, où il est particulièrement absent. Vous avez pu vous en rendre compte, sauf peut-être pour Monsieur Noah, qui va pousser sa goualante dans les meetings de Monsieur Hollande. C'est un peu pitoyable. Avant, c'était Faudel, c'était des gens comme ça. Pour celui d'en face, mais je pense que c'est pas mieux pour celui qui est prétendant au remplacement. Bon, l'artiste et la religion, on fait ce qu'on peut. L'artiste et la science, là aussi, ça nous passe très loin, au-dessus de la tête. Enfin, je pense, les artistes sont plus impliqués, sont plus maqués à la science depuis bien longtemps. Et l'artiste et l'autorité, vous savez ce qu'ils en pensent, les artistes de l'autorité, enfin ceux qui annoncent. Enfin, oui, c'est ça, oui, précise quand même. Parce que la grande majorité qui va aussi dans les églises est tout à fait déférente à l'égard de l'autorité. Voilà mon Jean. Absolument. Pour l'artiste dans la société, tout système social, mon cher Robert, a besoin de gueux à un bout et de rupin à l'autre. Hein. Oui, mon Jean, c'est vrai. Mais enfin, voilà, c'est contre justement ça qu'on lutte. Hein. On se bagarre, oui, tout à fait. Pour un système qui n'en serait pas un. Ouais. Pour autant sûr que ce soit possible. Oui, mais enfin, c'est l'utopie, ça. Il y a des gens qui appellent ça une utopie. On se demande bien pourquoi. Hein. Une émission aujourd'hui dont le thème va être jeu de miroir. Oui. Il y sera notamment question de Jorge Luis Borges, un auteur argentin dont on peut dire qu'il a porté au sommet des contes métaphysiques. Voilà, qu'est-ce que je peux ajouter sur Borges? Non, on verra tout ça tout à l'heure. Et on pourrait peut-être faire un clin d'œil à Pedro qui a réagi suite à notre émission sur Pessoa la semaine dernière en nous félicitant et en réajustant quelques petits points, en nous disant que Amalia Rodriguez n'avait peut-être pas été exilée pendant 10 ans après sa liaison, et en parlant du groupe que j'avais programmé au Mess des Luta, qui apparemment sera un groupe un peu préfabriqué pour la télévision. Merci beaucoup, Dominique. Salut à Pedro. Ouais, salut Pedro. Si vous êtes sur Radio Libertaire, il semblerait que il y a quelques petits ennuis techniques. On va poursuivre tout de suite. C'était un rap Anonymous, parce que dans la mini-tube de Luminance de Raymond La Science, on va vous en causer tout de suite, mon Jean, n'est-ce pas? Je prends la parole. Oui, on va faire comme d'hab. Voilà. Tu sais que j'aime les rituels, moi. Oui, oui. Stop à la censure. La napolitaine à la sortie, voilà. Donc là, on commence par toi. Aujourd'hui, on fera un peu les règles. Stop à la censure. C'est un petit papier distribué par les Anonymous quand ils ont manifesté à Paris la semaine dernière. Depuis des années, les gouvernements évincent nos droits et nos libertés à petit feu. On en a l'exemple en ce moment avec ceux qui croient nous gouverner, ceux au profit des grandes entreprises et des 1% qui ont le pouvoir. Vous savez, l'oligarchie des incapables. Avec ces chiens de garde ou ces nouveaux chiens de garde. Aujourd'hui, les lois nommées SOPA et PIPA, déjà les noms. On dirait des RER, non? Oui, un petit peu, je trouve pas? Oui, c'est ça. Oui. SOPA et PIPA aux ligne États-Unis. D. Ligne D. Oui. Et ACTA en Europe sont en passe d'être mises en place. Elles sont toujours en passe de quelque chose, de toute façon, ces genres de lois. Ces lois, si nous ne faisions rien pour les empêcher, et qu'est-ce qu'on fait vraiment pour les empêcher, et est-ce qu'on peut les empêcher, c'est la question, permettront au gouvernement et aux ayants droit d'appliquer une politique de la censure et de permettre un libre accès à vos données personnelles sans avoir à recourir à un juge. Vous avez bien entendu.
on peut avoir accès à vos données personnelles sans avoir recours à un juge avec ces fameuses lois, dont celle qui se nomme ACTA pour l'Europe. Afin de vérifier que vous n'échangez aucun contenu soumis aux droits d'auteur, alors là, bonjour les dégâts, déjà pour cette émission, on sera vraiment mal, ACTA va renforcer la surveillance. On n'a jamais entendu dire que les lois sécuritaires pouvaient être allées en simplifiant. Non. On complexifie tout. Les fournisseurs d'accès à Internet devront vérifier toutes les données envoyées et reçues sur votre ordinateur. Oui, pas celui du voisin, le vôtre. Il suffira de citer un article de presse dans un email ou d'envoyer un extrait de musique pour être pris la main dans le sac de billes. Les informations seront alors envoyées à leur auteur et vous pourrez écoper à leur demande. Enfin, ça va être la République des balances. Une amende. Alors là, ils ont dans leur trac, il y a une petite faute. Ils ont mis amende AMANDE. Alors je sais pas si c'est intentionnel ou soit pour la subtilité ou l'humour. Alors pilé, oui, en poudre, en poudre. Alors vous pourrez effilé. Vous pourrez écoper d'une amende, d'une peine de prison, rien que ça, ou de la coupure de votre connexion Internet. Là, ils vont peut-être faire la gueule parce que s'ils appliquent vraiment cette loi-là, toutes les connexions Internet doivent être coupées, à mon avis, parce que on utilise tous des textes qu'on a vus sur le net pour les envoyer à un copain, en parler, etc., etc. Enfin bon, bref, c'est un truc invraisemblable. Ça sent l'effet d'annonce, c'est rien du tout ça. Bon. Sous la banderole Anonymous et sous le masque maintenant célèbre de Guy Fawkes, nous défendons la liberté de l'individu et ses droits fondamentaux à travers le monde. Et eux, ils peuvent, parce que eux, ils ont le matos, ils ont des gens, des hackers qui sont capables, et eux aussi, d'aller sur votre ordinateur personnel, mais pas pour vous plomber, mais pour vous défendre. Alors, je vous livre l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Retenez bien, est-ce que devraient retenir aussi nos politiques? Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Vous avez bien entendu, ça c'est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et je pense que c'est une bonne déclaration qu'on doit avoir dans la tête en permanence. Et pour être un peu plus léger, s'il m'arrive rarement, mais enfin, de temps en temps quand même, je fais un effort. Vous savez que ce 21 janvier, hélas, qui est déjà passé, c'est dommage parce qu'on aurait pu faire la bamboula dans le studio avec mon Jean. Il y a la commémoration de la décollation du bon roi Louis XVI, vous savez, notre serrurier d'élite. Et les républicains, à cette occasion, se réunissent et mangent de la tête de veau. Et je trouve que c'est génial de bouffer de la tête de veau pour commémorer la décollation de Louis XVI. Et c'est vrai, c'est une pratique sérieuse, qui a, je crois que ça a démarré du côté de Marseille. Enfin, ça a débuté dans ce coin-là. Et je pense que pour la décollation d'un des deux candidats à la République qui va se produire lors des élections dites présidentielles, on pourrait ici se payer une petite tête de veau pour fêter le départ de qui vous savez. Ouais, et en même temps l'arrivée de l'autre. Ouais, on peut aussi se contenter d'une décollation virtuelle. Oui. Élection piège à con, on n'y va pas, c'est tout. Bah voilà, voilà. Mon Jean, oui. Très bien, je vois que les vieux je suis en train remontent à la surface. Je me demande si à force de te fréquenter, je suis pas en train de redevenir anarchiste. Non, je plaisante. Ouais, non. Je plaisante. On le redevient tous les deux. Voilà. Alors pour une fois, moi, je vais faire c'est plus qu'une revue de presse. Je vais faire un paplard qui sera en liaison avec le thème de notre émission, un jeu de miroir. Et je vais plus particulièrement aborder les éléments de langage, ce qu'il est convenu d'appeler les éléments de langage, non pas en faisant un paplard sur la façon dont ça fonctionne, mais de la façon dont ils sont diligentés. Je m'explique tout de suite. Au lendemain de ces vœux du 31 décembre, je sais que tu n'as pas regardé, faut être honnête, moi non plus. J'ai préféré un plateau de fruits de mer. À Granville, chez maman. Absolument. Voilà. Donc, au lendemain de ces vœux du 31 décembre, Nicolas Sarkozy s'était plaint. Et on sait que quand il se plaint, ça fait trembler les murs, paraît-il.
Plus c'est petit, plus c'est ténueux. Hein. Oh oui. J'en ai un exemple avec mon camarade à côté. Non. Attention, hein. Il y a des limites à Donc tout. Nicolas Sarkozy s'était plaint du manque de réactivité de ses ministres, qui avaient mis plusieurs heures, voire plusieurs jours, à manifester leur soutien à ces mesures. Bon, cette fois-ci, pour faire le service après-vente, parce qu'on peut pas appeler ça autrement, de son émission de télévision de dimanche soir, je le rappelle, 6 chaînes se sont mobilisées pour nous déverser la parole divine en simultané. Le président n'a pas lésiné sur les moyens. Tout de suite après le début de l'interview télévisée de Nicolas Sarkozy, Guillaume Lambert, qui est chef de cabinet à l'Élysée, a envoyé à tous les cabinets ministériels des éléments de langage destinés à permettre aux ministres de faire déclarations et communiqués louangeurs sur la prestation du chef de l'État. Alors je rappelle quand même que cette émission, il y avait des journalistes qui étaient censés poser des questions au président, et le président, lui, était censé y répondre. Je rappelle, c'est normalement le postulat de cette interview bidon. Bon, l'argumentaire de 3 pages rédigé à l'intention des ministres, qui reprend les grandes lignes de l'interview, en train de passer en direct, c'est beau quand même, se divise en 2 parties. Bon, c'était carrément les questions des journalistes. On a envoyé au ministre les questions des journalistes, les réponses que le président allait faire et les commentaires qu'eux-mêmes devraient faire à la sortie. C'est ça ce que je suis en train de raconter. Je sais pas si j'ai été très clair. Si, été très clair. Très clair, d'accord. Voilà. On se tourne vers notre juge de paix là-bas qui semble opiner. Donc voilà. Se divise en 2 parties. Voilà où j'en étais. La première, intitulée « Message politique », rappelle la ligne édictée par l'Élysée. Il faut poursuivre les réformes pour prendre le prochain train de la croissance. C'est dommage, t'as pas regardé, toi, mais enfin, tu peux pas non plus t'infliger des trucs pareils. La seconde partie, intitulée « Détail des mesures », est composée de fiches techniques sur chaque annonce faite par le président. À la fin du document, un encadré résume ce que les membres du gouvernement peuvent dire de l'allocation présidentielle. Face à la crise, Nicolas Sarkozy oppose la vérité sur la situation et le courage de l'action. Pas de promesses intenables, pas de rêves chimériques, pas de division des Français, mais des réformes structurelles pour que notre pays puisse affronter le monde. Autant de mots qui seront repris tels quels, sans la moindre variation personnelle, par les ministres UMP lorsqu'ils vont ensuite se répondre dans les médias comme une volée de moineaux. Voilà. Alors, grâce à qui on sait ça? On a eu ce paplard parce qu'il a été communiqué sous toutes les formes possibles au ministre en question, ou au cabinet. SMS, fax, enfin ils ont utilisé tous les moyens possibles et imaginables. Mais comme ça commence à balancer dur dans l'entourage de Sarkozy, tu vois, c'est un peu la débandade, on va dire. Lui-même, il n'y croit plus trop. Autour de lui, c'est sauf qui peut, chacun sa peau ou sa carrière. Bon, enfin voilà. Donc c'est grâce au journal Le Monde qu'on sait tout ça. Le papier en question leur a été communiqué. Voilà, ils l'ont reproduit dans Le Monde d'hier. Alors moi, je vais pas tout vous reprendre, parce que c'était assez détaillé. Juste un petit florilège donc de cette interview qui, je le rappelle, vient de débuter sur 5 chaînes de télé en simultané. Message politique. Le président de la République a annoncé une nouvelle étape de transformation de notre pays. Son objectif, que la France soit plus forte dans le nouveau monde qui sortira de la crise. Pourquoi maintenant, à 3 mois des élections? Car il ne peut y avoir de pause à l'heure où la crise ébranle les économies les plus solides de la zone euro. Pendant 6 mois, le président s'est battu pour juguler la crise financière. Il faut maintenant poursuivre les réformes pour prendre le prochain train de la croissance. Ceux qui disent qu'il faut les reporter à plus tard sont irresponsables. Si elle fait les bons choix, la France maîtrisera son destin. Pour surmonter ces difficultés, elle doit avoir le courage de poursuivre les réformes. C'est ce que propose Nicolas Sarkozy en affrontant la réalité avec lucidité. Pour que la France soit plus forte dans la mondialisation, le chef de l'État a annoncé des réformes justes. Elles rendront notre économie plus compétitive avec un objectif prioritaire et cohérent, l'emploi. Bon.
Les violons, ouais, sachant évidemment, je rappelle que 1 million d'emplois, 1 million de chômeurs supplémentaires, hein, Sarkozy en 5 ans. Hein. 1 million de chômeurs supplémentaires. Un chiffre qui est tout le temps falsifié. Hein. Mais la réalité, c'est 1 million. Et encore, hein. Oui. Il y en a des tas, les modes de calcul font qu'il y a des tas de chômeurs qui sautent dans la nature. Ceux qui sont en fin de droit, ils sont pas pris en compte, par exemple, ou des choses comme ça. Voilà, détail des mesures, je vais pas tout vous les faire non plus. Hein. Je commence par la une. Lutter contre les délocalisations qui ont fait perdre 500 000 emplois, c'est faux, c'est plus, à notre industrie en 10 ans. Bien sûr. Ouais. Il vaut mieux ne pas dire le nombre d'entreprises qui ont sauté. Je pense que c'est plutôt 900 000. Oui, je pense. Ouais. Ces délocalisations sont liées au niveau très élevé des charges sociales dans notre pays. Ben voyons. Bah tiens. Nous y sommes, tu vois. La raison ? Une protection sociale à laquelle chacun est attaché, hein, bien sûr, hein, oui. Y compris moi-même, hein, mais dont le financement pèse trop sur le travail. Bon. Notre emploi doit être plus compétitif sans toucher au salaire naturellement. Comment va-t-on financer cette baisse du coût du travail ? En changeant le mode de financement de notre protection sociale. Le manque à gagner lié à la baisse des cotisations sera compensé par une hausse de la TVA et une augmentation des prélèvements sociaux sur les revenus du capital. La hausse de la TVA sera limitée à 1,6. La hausse de la CSG sur les revenus du capital atteindra 2 points. Cette réforme, ce n'est pas du pouvoir d'achat en moins. Ainsi, dans l'automobile, le coût du travail va baisser de 2%, ce qui aura évidemment un impact à la baisse sur le prix de vente des voitures. Tu parles. Waf waf, hein, comme tu dis. Waf, oui, parce en que fait, dès hier, ils n'ont pas attendu longtemps, hein, dès hier, j'ai vu un représentant des syndicats patronaux prévenir avec un sourire du goguenard, tu vois, que j'aurais aimé effacer d'un coup de pompe, tu vois, prévenir qu'il ne pouvait absolument pas garantir une stabilité des prix, contrairement à ce que le président avait affirmé la veille, tu vois. Mais avec un sourire, il aurait fallu pouvoir effacer ça. Voilà, bon, je vous fais grâce des 2 points, des points 2 et 3 qui reprennent... c'était marrant d'ailleurs, parce que dans le papier, ils annonçaient 3 points, et il y en avait 4. Ouais. Bon, ils reprennent notamment la proposition socialiste d'une banque de l'industrie, ce qui prouve d'ailleurs que c'était une proposition forte, hein, puisqu'il a immédiatement essayé de la diminuer en la proposant lui-même, hein, enfin en la faisant sienne, ou les 30% de possibilités de construction supplémentaires, tu sais, sans permis de construire. J'ai jamais entendu un truc aussi démagogique que ça. Bon, on va pas en parler de ça. Je viens directement à la proposition 4, moraliser le capitalisme, la taxe sur les transactions financières. Tobin Hood, oui. Tu vois. Nicolas Sarkozy, on avait déjà fait la vanne dernièrement. Nicolas Sarkozy, le nouveau Tobin Hood. Voilà, cette réforme est juste, mais là je reprends les termes toujours des éléments, enfin les éléments de langage du papier donné au ministre. Cette réforme est juste car il est normal que la finance, dont la responsabilité dans la crise est si grande, participe au désendettement de la France. La France qui sera à la pointe de ce mouvement et entraînera à ses côtés ses partenaires européens. Je précise qu'il n'y en a aucun qui veut le suivre. Non, absolument. C'est du pipeau. Hein. Il peut raconter ce qu'il veut là-dessus, ça lui coûtera pas cher. La gauche en a parlé pendant 30 ans, nous le faisons aujourd'hui. Oui, oui, ça fait 10 ans qu'ils sont au pouvoir. Quand même. Oui. Oui. Face à la crise, Nicolas Sarkozy oppose la vérité sur la situation et le courage de l'action. J'ai déjà dit tout à l'heure ça. Pas de promesses intenables, pas de rêves chimériques, pas de division des Français, oui, voyons, mais des réformes structurelles pour que notre pays puisse affronter le monde. La France qui sortira plus solide de la crise, c'est une vie meilleure pour les Français. Des emplois plus nombreux, des salaires en hausse, des logements plus nombreux, plus grands et moins chers. Ouais. Bon, alors la question, mon Jean, merci beaucoup pour ce texte roboratif. Un exercice d'enfumage quand même. Oui. En fait, j'ai trouvé ça d'une tristesse absolue. Ouais. Moi, j'ai pas écouté, donc je découvre ce matin ce que ce petit moulin à vent a pu dire, mais en même temps, qui y croit?
C'est ça. Les premiers sondages prouvent personne, c'est-à-dire oui, à part le dernier carré de groupie, tu vois, complètement stupide. Voilà. En fait, personne. Le dernier sondage prouve qu'il a été regardé par plus de 16 millions et demi ou 16 millions 7, je sais plus, un chiffre colossal. Hein. Ah oui, avec 6 chaînes. Colossal. Non, mais il n'y a pas que ça. Il y a un intérêt, tu vois, sur lui, mais le problème, c'est que ça n'a pas marché du tout, quoi. Il faut pas non plus prendre les gens pour des cons. Moi, j'ai fait 2 ans, moi, d'études économiques et sociales. Bon. Il m'a fallu 2 ans. Enfin, non, j'avais compris dès le premier jour, mais j'ai accepté au bout de 2 ans que s'il y avait vraiment un truc pour lequel j'étais pas fait, c'est ça, tu vois. Ça ne m'a pas intéressé du tout. Mais le peu que j'ai appris, c'est qu'une augmentation de la TVA ne peut jamais déboucher sur si tu veux, une consommation, une consommation accrue, et donc sur une croissance accrue, c'est accéléré, c'est complètement débile, quoi. Ouais. Je veux dire, il y a vraiment essayé de faire croire ça aux gens, c'est... Non, et en plus, ou en moins, peu importe ce qu'on peut y mettre à la suite, mais il semblerait que, si tu veux, ce transfert des charges sociales du salariat à ce qu'il a inventé comme TVA sociale, ça ne ferait baisser les prix à l'export que de 3%. Donc c'est dérisoire, quoi, ça justifie absolument pas. Mais par contre, pour les consommateurs les plus modestes, là, par contre, ça va jouer sur. Et quand on va dans le plus petit supermarché moi, je suis pas du tout très fort pour les prix. Je note pas sur un carnet les hausses, ça, mais je me rends compte comme ça, simplement en achetant un morceau de fromage ou une plaque de beurre, que c'est plus tout à fait le même prix que la semaine dernière ou qu'il y a 2 semaines, toi. Insensiblement, ça augmente. Et quand on se reporte à avant l'euro, au prix auquel on était habitué, c'est des augmentations considérables. Et ces mecs-là, ils se plaignent qu'ils sont ceux qui en récoltent le fruit du passage à l'euro et puis de la grosse magouille qui a suivi. C'est ceux-là, en plus, qui continuent à nous enfumer, quoi. Tu vois, voilà. Et alors, texto, il a dit. Ouais. Mais texto, hein. Je n'augmente pas les impôts. J'augmente juste la TVA. Bah oui. C'est le langage. Non, c'est le langage de la vérité et du courage. Bien sûr. Capitaine Courage. Ouais, Capitaine Courage. Capitaine Courage, c'est Capitaine Courage, tu vois. Le costume est bien trop grand pour lui. Oui. Le pantalon tire-bouchonne sur les chevilles. Hein. Il va falloir retailler tout ça. Ouais. À la serpe. À la serpe, oui, tout à fait, mon genre. Hein. Allez.
Jacinto Chiclana, un morceau de Milonga. Donc c'est tiré d'un album qui la musique était de Piazzolla. Borges avait fait les paroles. En fait, en 1965, Borges et Piazzolla ont collaboré sur un album de tango et milonga qui s'appelait El Tango. Et malheureusement, ces enregistrements ne furent jamais transférés sur CD. C'est Daniel Binelli qui fut choisi pour reprendre le bandoneon. Il avait travaillé avant avec Borges et Piazzolla. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille, la 138e, avec Piquet-Cou, dont vous venez d'entendre Laure Regan, avec Jean, ici présent, qui vont nous causer, ils vont se partager le boulot d'un texte de Borges, justement, qui est Théologia. Oui, c'est une nouvelle. En fait, on va aborder Borges par là. Jorge Luis Borges, c'est 1899-1986. Hein. Et on va l'aborder par le biais d'une nouvelle qui s'appelle donc Les Théologiens et qui est issue d'un recueil lui-même appelé l'Aleph. C'est publié chez Gallimard, mais on y reviendra tout à l'heure. Hein. Si je peux me permettre, oui. Je voudrais un petit codicile, que les anticléricaux basiques qui nous écoutent ne pensent pas qu'on fait de la pub pour l'Église. Non. Voilà. Non, mais c'est une crainte que nous avons à peine. Non, remarque ce que je peux faire pour commencer, si tu veux évacuer tout de suite ce problème, c'est de rappeler la définition, c'est de commencer par rappeler la définition pleine d'ironie que Jorge Luis Borges a donnée justement de la théologie, une variété de la littérature fantastique. Ah, ça c'est génial. C'est pas mignon ça. Ah oui, c'est absolument génial. Ça c'est fort. Voilà. Comme ça, je pense que tous les oui, on a soufflé sur tous les nuages qui pouvaient peser sur cet extrait. Alors, dans cette nouvelle écrite dans les années 1950, Borges imagine qu'au moment des offensives d'Attila en Italie, la bibliothèque d'un couvent est brûlée par ses guerriers, les guerriers d'Attila. À l'issue de cette auto-da-fé, on peut appeler ça comme ça, ça existe ça existe depuis aussi longtemps que le livre, en fait. Au cœur du bûcher, sous la cendre, on retrouve un seul livre presque intact, tu vois. Et dans ce livre, il est rapporté que Platon enseignait à Athènes qu'à la fin des siècles, toutes choses reprendraient leur état antérieur, et que lui, devant le même auditoire, enseignerait de nouveau la même doctrine. Ah, oui. Et alors le livre devient un objet de vénération. Il y a toujours des adorateurs du veau d'or. Les lecteurs, évidemment, les adorateurs, comme vous voulez, préférant oublier que Platon n'exposa la doctrine en question que pour mieux la réfuter ensuite. Un siècle plus tard, ça c'est toujours Borges qui imagine et qui raconte, un siècle plus tard, deux théologiens, Aurélien et Jean de Pannonie, se livrent à un formidable duel à distance au sujet de la réfutation d'une secte chrétienne hérétique, les monotones, j'adore déjà ça, qui professait que l'histoire était un cercle et qu'il n'est rien qui n'ait déjà existé et qui un jour ne sera. Échouant à le surpasser, Aurélien finit par tellement détester Jean qu'il se décide à le dénoncer comme hérétique. Encore une balance, on en découvre tous les jours. Aurélien dut révéler qui était cet homme, et Jean de Pannonie fut accusé de professer des opinions hérétiques. 4 mois plus tard, un forgeron de l'Aventin, leurré par les impostures des histrions, plaça sur les épaules de son petit enfant une grande sphère en fer pour que son double s'envolât. L'enfant mourut. L'horreur, provoquée par ce crime, obligea à une implacable sévérité des juges de Jean. Ce dernier ne voulut pas se rétracter. Il s'efforça de démontrer que la proposition dont on l'accusait était rigoureusement orthodoxe. Le 26 octobre, après une discussion qui dura 3 jours et 3 nuits, il fut condamné à mourir sur le bûcher. Aurélien assista à l'exécution, car le contraire eût été s'avouer coupable. Sous le soleil de midi, Jean de Pannonie gisait, le visage dans la poussière, lançant des hurlements de bête. Le bûcher allait l'engloutir quand Aurélien s'enhardit à lever les yeux. Il vit, pour la première et la dernière fois, le visage de l'homme détesté. Il lui rappela celui de quelqu'un, sans pouvoir préciser qui.
Plutarque a rapporté que Jules César pleura la mort de Pompée. Aurélien ne pleura pas celle de Jean, mais il ressentit ce que pourrait éprouver un homme guéri d'une maladie incurable qui ferait désormais partie de sa vie. À Aquilée, à Éphèse, en Macédoine, il laissa les années passer sur lui. En Hibernie, dans l'une des chaumières d'un monastère assiégé par la jungle, il fut surpris, aux approches de l'aube, par la rumeur de la pluie. À midi, la foudre incendia les arbres, et Aurélien put mourir comme Jean était mort. La fin de l'histoire ne peut être rapportée qu'en métaphore, car elle se passe au royaume des cieux, où le temps n'existe pas. Aurélien y apprit que, pour l'insondable divinité, lui et Jean de Pannonie, l'orthodoxe et l'hérétique, celui qui haïssait et celui qui était haï, l'accusateur et la victime, étaient une seule et même personne. Voilà. L'Aleph, donc, qui contient les théologiens, est édité par Gallimard dans la collection L'Imaginaire. Alors, il y a eu un peu moins, je crois, d'une dizaine de nouvelles comme ça, tout aussi belles que celle-là, tout en symétrie fondamentale, vertigineuse. C'est magnifique. Voilà, vous pouvez donc commander ce livre, l'Aleph, auprès de la librairie Publico, 145 rue Amelot, 75 011 Paris, métro Robert. Aubercamp, fille du Calvaire ou République. Bon Jean. Téléphone de Publico 01 48 05 34 08, 01 48 05 34 08 et site internet après les W, librairie-publico.com. Voilà. Merci mon Jean. Tu t'attaques tout de suite l'histoire d'artistes autoporteurs du microir convexe ou... Oh non, on va donner aussi le numéro du studio. Ah oui, bien sûr. 01 43 71 89 40. Et je vais passer un deuxième extrait de l'album précédent qui s'appelle Alquien, les Dice al Tango. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, et tout de suite notre Jean, sans Dieu, sans maître, sans pub. Je vous la passe ou je vous la passe pas, vous n'allez pas m'en vouloir. Aracaille, la 138e, Piquet-Coup à la régie, Jean
notre hussard noir, comme je répète chaque mardi, à la manœuvre, à cheval, pour vous parler d'une histoire de vie, histoire d'artiste, histoire d'un jeu de miroir. C'est ça, mon genre. Et absolument, on continue avec nos jeux de miroir, avec l'histoire d'un chef-d'œuvre, l'autoportrait au miroir convexe. Alors ça date de 1524, et c'est par le Parmesan. Le Parmesan lui-même, c'est 1503-1540. Oui, c'est pas le fromage, c'est un artiste. Non, mais l'artiste j'aime beaucoup le Parmesan. Oui, l'artiste, j'aime beaucoup le Parmesan, le fromage. Je trouve qu'on peut parfaitement regarder les toiles de l'un en dégustant l'autre. Tu vois, sans problème. Non, avec un petit Marcelan du. Jean, vous l'aurez remarqué, est un épicurien Cofiard. Avec un petit Marcelan qui pousse au pied des Cévennes. Que j'ai promis de te faire goûter. Oui, ce serait encore mieux. Alors dans ce tableau qui est lui-même présenté comme un miroir convexe, mais je vais développer ça tout de suite. Le Parmesan a-t-il voulu nous renvoyer à sa propre image ou à la nôtre? N'a-t-il pas voulu nous dire que le monde en fait est un labyrinthe où l'on peut trouver plaisir à se perdre? Et c'est toute l'ambiguïté de cette toile. C'est sans nul doute la fulgurante célébrité du Parmesan. Je précise qu'en fait il est mort à 37 ans, c'est-à-dire exactement au même âge que Raphaël. Il n'est pas loin de celui du Caravage. Oui, absolument. Ouais, fulgurant. Qui lui a permis de pousser, en fait, qui lui a donné la liberté de pousser ses recherches formelles à leur terme, sans faire le moindre compromis. Ainsi, ces fresques ou ces toiles, qui sont la plupart d'inspiration religieuse, mais c'est tout à fait normal pour l'époque. Voilà, c'est eux qui payaient. Faut pas l'oublier. Apparaissent-elles à nos yeux sous un jour curieusement profane, chargées comme elles le sont d'implications érotiques inquiètes, pour le moins inattendues. C'est mon sentiment. Non, mais là aussi tu le partages. Mais là tu le partages. Non oui. Tu connais beaucoup de tes sentiments. Oui. Tu connais un peu. En plus, il y a une virtuosité technique chez le Parmesan, donc je trouve. C'est un peu aussi le même. La même chose avec le Caravage, parce que lui aussi, il y a complètement. Un érotisme. Complètement. Et c'est encore plus spécial, le Caravage. Mais disons que c'est plus affiché. Là, chez le Parmesan, on est un petit peu plus tôt, c'est-à-dire un demi-siècle avant, à peu près. J'aime bien, moi, quand l'ambiguïté se double d'une virtuosité technique, je sais pas pourquoi, ça me paraît toujours mieux véhiculé, si tu veux. C'est peut-être une erreur de considérer ça comme ça. Enfin bon. Alors sa gloire débute dès ses 20 ans avec le fameux autoportrait au miroir, où l'artiste s'est audacieusement représenté. C'est toujours difficile en radio de décrire un tableau, mais où l'artiste s'est audacieusement représenté vu dans un miroir convexe, au sein d'un panneau qui est lui-même circulaire et bombé. Il faut savoir, ça je le dis en passant, que le mot miroir en fait vient du latin speculum, qui a aussi donné spéculation. Ça nous ramène à notre histoire de tout à l'heure. À l'origine, en fait, spéculer voulait dire observer le ciel et les mouvements relatifs des étoiles à l'aide d'un miroir. Ça, c'est beaucoup dévoyé. Oui. Alors de là viendrait l'importance que tient sans doute le miroir dans l'ordre de la connaissance. Il est censé en fait refléter la vérité autant que la sincérité, quand ce n'est pas tout simplement la pureté. En particulier, je crois me rappeler pour les Japonais. Ce coup d'éclat du Parmesan, voulu comme c'est un tableau remarquable, il a à peine 20 ans, je le rappelle. Ce coup d'éclat du Parmesan voulu comme un tour de force, va se révéler un coup de maître. Son génie ne sera plus discuté, de toute sa carrière qui est courte, je le rappelle aussi. Le cadre, en effet, donne l'impression, en fait, au spectateur de regarder non une peinture, mais un véritable miroir. Ainsi, les premières questions qui nous viennent à l'esprit sont: est-ce que je contemple un miroir, ou bien est-ce que je contemple un visage? Est-ce que je contemple un portrait de l'artiste par lui-même, ou est-ce que je contemple mon propre reflet? On ne peut s'empêcher alors de penser à Ovide, s'adressant à Narcisse. Cette ombre que tu vois, c'est le reflet de ton image. Elle n'est rien par elle-même,
C'est avec toi qu'elle est apparue, qu'elle persiste, et ton départ l'a dit si près, si tu avais toutefois le courage de partir. Mais bon, ça, on verra ça tout à l'heure, plus particulièrement avec toi, hein, Narcisse. Hein. Être ou apparaître, nous demande le Parmesan, hein, dont le métier est de scruter les apparences. Hein, tu seras d'accord avec moi, c'est ça, hein, le métier du peintre. Hein. Comment conjurer la mort, nous demande-t-il encore. Mais la mélancolie de son expression, comme la tristesse de son regard, hein, ne laisse pas beaucoup d'illusions sur la réponse qu'il nous donne, en fait. Et cette réponse, justement, c'est qu'il n'en a aucune. C'est ça que je trouve formidablement ambigu dans ce tableau. Hein. Narcisse a contemplé, je reviens encore à Narcisse parce qu'on est toujours, on tourne autour, hein. Narcisse a contemplé son image sur la surface de l'eau d'une source qui n'en a rien gardé. D'ailleurs, sur cet autoportrait au miroir convexe, hein, l'artiste, donc le Parmesan, a représenté sa main droite 2 fois plus grosse que sa tête, hors de toute proportion, presque monstrueuse. 2 fois plus grosse que la tête. Elle est au premier plan. Voilà, donc le miroir étant convexe, forcément. Mais ça veut dire quelque chose, hein, c'est sûr. Hein. Tente-t-il de nous dire qu'il sait déjà que la beauté de son visage juvénile il est magnifique. Hein. Mais enfin, c'est presque un enfant. Que la beauté de son visage juvénile s'effacera et que la postérité gardera essentiellement de lui la trace de sa virtuosité technique, c'est possible. Donc la main. Voilà. Et c'est peut-être le décor réduit ici à un seul petit morceau de fenêtre sur un pan de mur au fond, hein, tout à fait au fond, un peu à la manière de Vermeer, hein, dont Vermeer le fera hein, plus tard. Réduit ici, donc comme je le dis, un petit morceau de fenêtre sur un pan de mur au fond, qui nous fait en fait entrevoir une possibilité de résoudre l'énigme, hein, car la source lumineuse, aussi discrète soit-elle, marque une invisible frontière qui, plutôt que de nous séparer de lui, nous unit pour toujours au Parmesan. Voilà. Alors, l'autoportrait au miroir convexe 1524, moi, on mettra bien sûr un lien hein, sur le blog de l'émission http://arracaille.blogspot.com. N'oubliez pas de mettre un T entre art et racaille. Non, je déconne. Voilà. Mais vous pouvez déjà aller sur le site du Kunsthistorisches Museum de Vienne, hein, qui possède ce tableau. Puis Kékou, je t'entends ricaner dans la région. On verra ce que tu feras tout à l'heure avec le E. C'est quoi déjà que je t'ai réservé? Voilà, donc le site du Kunsthistorisches, je le redis, tu vois, parce que je suis quand même assez fier de mon allemand ou de mon autrichien là. Enfin bon, c'est pareil. Kunsthistorisches Museum de Vienne. http://www.khm.at. Oui, et ça fait penser. Enfin, on va pas. AT pour Autriche. Hein. On va pas reparler de Garouste justement, Garouste, il a repris un peu cette tradition du Quattrocento d'introduire dans ses toiles. J'ai pas dit d'introduire ses toiles, j'ai dit d'introduire dans ses toiles plein de clins d'œil, d'énigmes, de choses comme ça. Jusque dans sa signature et dans les dates, surtout il a ce qui était complètement oublié de la peinture contemporaine. Oui, avec beaucoup de sincérité, voilà, il s'affiche. L'artiste qui s'affiche, effectivement, comme au Quattrocento, voilà, l'artiste qui s'affiche avec une certaine joie, on va dire, ou inversement. Oui. Mais enfin, disons avec une certaine jubilation plutôt. Voilà, le terme est plus juste. Ah oui, c'est très parce que les toiles, les dernières en tout cas de Garouste, elles peuvent paraître comme ça assez terrifiantes. Noir, ouais. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a une jubilation dans sa peinture, même si les thèmes sont parfois un peu effrayants, mais il y a une jubilation non seulement dans sa bouche, c'est vital, et puis il a des couleurs somptueuses, et puis des jeux de glacis, des jeux de jus, de pâte, etc., des contrastes aussi dans la peinture qui sont très... Voilà, et puis il y a, puisque tu fais ce raccourci, il y a aussi un peu de Borges chez Garouste, c'est-à-dire que l'érudition... Oui. Non, mais c'est... Oui, tout à fait. Non, mais l'érudition, c'est un terrain de jeu, quoi. Voilà. Absolument. Fabuleux point.
Conclamo Mia Vita, la Mia Caravita, un madrigal de Carlo Gesualdo, une musique profane du XVIe siècle. Sur Radio Libertaire, sans Dieu, sans maître, sans pub, la radio rebelle pour les rebelles, animée par des rebelles. Sur Arakaï, la 138e, Piquet-Cou, Jean, et celui qui vous cause dans le poste. Voilà, et c'est vrai qu'avec une telle qualité d'italien, Piquet-Cou peut quand même se moquer de mon allemand, là. Oui, non, bien sûr, oui, non, oui. Il est temps que sa fille revienne de son Erasmus en Italie pour un peu la remettre à niveau. Non, au contraire, je trouve. Bon. Allez, on va continuer avec nos jeux de miroir. Là, c'est avec encore une histoire de chef-d'œuvre. Narcisse à la Fontaine, ça date de 1598 par le Caravage. Le Caravage lui-même, c'est 1571-1610. À toi, Robert. Les premières années de la carrière du Caravage semblent avoir été très difficiles. Ça, on vous le confirme. On vous en a déjà parlé, d'ailleurs, une émission. Jean avait consacré une émission à ce phénomène qui a dû aller dans des ateliers divers et variés, parce qu'il était de très bonne famille, mais ruiné, quoi. Donc, il fallait qu'il passe par les caprices de ses différents maîtres, qui étaient souvent des caprices un petit peu qu'on qualifie maintenant de pédophiles. Il devra attendre que le cardinal Del Monte, qui par contre lui ne l'a pas pris dans sa couche, le prenne sous sa protection par contre pour enfin peindre comme il l'entend. C'est vers 1598 qu'il abandonne les couleurs claires de sa première manière, où il faisait beaucoup de bouquets de fleurs. Oui, il a commis, ouais. Oui, il a commis, ouais, ça c'est sûr. Et entreprendre plonger ses personnages dans une obscurité déchirée seulement par quelques rayons de lumière. C'est là c'est le début du clair-obscur. Absolument. Tout mysticisme en est alors exclu. Il fallait le faire à cette époque-là. Le Christ et ses saints ne différent qu'assez peu des paysans qui les entourent. Il faut préciser, mais les familiers de notre émission le savent déjà, que Caravaggio prenait justement ses modèles au sein du peuple. Ça aussi, c'est très, 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 très inusité à cette époque-là. Il a fallu après attendre Courbet pour que ça redevienne à l'ordre du jour. Ainsi, pour représenter la mort de la Vierge, pas tout à fait Courbet, mais enfin bon, Courbet a eu une notoriété à cause de ça. Ainsi, pour représenter la mort de la Vierge, il fait poser une prostituée retrouvée noyée, déjà boursouflée par la mort et surtout par son séjour dans l'eau. Là aussi, c'est vraiment une révolution parce que on peut même pas imaginer maintenant si le mec qui serait, enfin bon. On imagine le scandale. Non, c'est inimaginable. Et le tableau sera d'ailleurs refusé pour indécence. Voilà. Je précise quand même qu'il a été ensuite Del Monte, je crois. C'est Del Monte ou un autre cardinal qui l'a quand même fait acheter discrètement. Ouais. Sous la table. Il l'a pas laissé passer quand même, quoi. Mais en tout cas, officiellement, il n'a pas été racheté, ce tableau. Bien sûr. Et il l'a pas racheté pour le détruire comme souvent l'Église le faisait. C'était un vrai fan, un vrai fan. Ouais. On imagine le scandale. Le tableau sera d'ailleurs refusé pour indécence. Pas pour tout le monde d'ailleurs, parce que comme le dit Jean, un grand prélat l'aurait racheté. La construction comme la narration sont resserrées au maximum de façon à les dramatiser. Il ne cessera par la suite d'exploiter cette même veine contre l'avis des critiques et de ses protecteurs, accusant toujours plus le contraste entre la lumière et les ténèbres, ce qui fait effectivement de ses œuvres quelque chose de très très fort, très émouvant, bouleversant. Enfin bon. Le Caravage a représenté Narcisse. Ses ennemis l'accuseront sans rire de travailler dans un atelier peint en noir, d'où il ne recevait la lumière que par un soupirail. Oui, c'est un peu débile parce que même si on peint des choses sombres, il vaut mieux avoir de la lumière pour le faire, quoi. Parce qu'on l'accuse toujours plus contre l'avis des critiques et de ses protecteurs, accusant toujours plus le contraste entre la lumière et les ténèbres, l'une ne pouvant exister sans les autres, évidemment, et inversement. Oui, voilà. Ça, c'est très important, hein. C'est ça qu'il nous dit, hein. Ouais. Sans lumière, pas de ténèbres, sans ténèbres, pas de lumière. Pas de lumière non plus. Sûr. Enfin, je veux dire, c'est la loi des contrastes. Le Caravage a représenté, le Caravage a représenté Narcisse, se contemplant
dans l'eau d'une source, à genoux, les bras ouverts marquant les bords droit et gauche du tableau en une composition formant un cercle avec son reflet vieillissant en double inversé et dont un genou marque clairement le centre. Là, il fallait déjà le faire, parce que je vais vous dire, quand les compositions s'est élaborées à ce point-là, c'est là, on peut penser que si on devait décrire un peu le génie ou ce qui s'en approche, on y serait en plein là, parce que il faut quand même avoir une sacrée intelligence des formats, de l'espace, etc. Bref, on va pas vous faire un blabla là-dessus, mais bon, c'est vraiment un travail extraordinaire. L'attribution de ce tableau à Caravaggio est toujours discutée par certains experts, mais les vêtements de Narcisse, très peu mythologiques et typiques de l'époque du peintre, ainsi que le travail du visage et de la lumière, ne laissent que peu de doutes. Oui, mais il y a toujours des experts pour... Oui, mais en fait, même les experts, ou l'expert, ou je sais plus, qui attribue ce tableau à Caravage, sont minoritaires, en fait. Il faut quand même le préciser, hein. Pour moi, ça fait pas trop de doute, mais moi, justement, je suis pas un expert. Ouais. Voilà. Ça, il fallait le souligner parce que les experts, bon. Non, mais Non, mais on a eu un exemple récent dans ce film Les Nouveaux Chiens de Garde, où je vous parle des experts qui vous remettent à niveau à ce sujet-là. Et alors, les experts en art, c'est exactement pareil. On ne peut pas dire que ce soit, puisque vous savez bien que ce grand faussaire qui avait fait des faux Vermeer, qui avait été authentifié par les experts les plus célèbres. Les pèlerins d'Emmaüs, de Van Meegeren. Voilà, les miens, bon. Je reprends l'attribution, parce qu'à force de faire des commentaires, après je sais plus où j'en suis. Bon, je reprends. L'attribution de ce tableau à Caravaggio est toujours discutée par certains experts, voilà. Mais les vêtements de Narcisse, ce que je vous ai dit, ainsi que le travail du visage et de la lumière ne laissent que peu de doutes. Oui. C'est en tout cas notre sentiment, ou le sentiment qu'on peut partager, et que personnellement je partage avec mon camarade Jean, qui a écrit ce texte, en pensant surtout à lui, je pense. Outre la complaisance, la chute de Narcisse dans les eaux où il se contemple symbolise l'amour et la satisfaction de soi-même, qui est vraiment l'essence de Narcisse, quoi. C'est pas un mec qui est très critique envers lui. L'eau est ici un miroir ouvert sur les profondeurs du moi. Vous voyez où ça va, jusqu'où ça va. Mais le reflet du moi qu'on y regarde trahit une tendance à l'idéalisation. Contre ces interprétations moralisantes un peu simplistes qui font de Narcisse l'emblème définitif de la vanité et de l'égocentrisme, Gaston Bachelard a rappelé que le narcissisme pouvait être une sublimation pour un idéal. Oui, si Bachelard le dit, on a du mal. Non, mais moi je trouve que c'est très intéressant, si tu veux. Il va plus loin, quoi. C'est vrai que c'est un peu caricatural, cette histoire de Narcisse. Et là, la sublimation pour un idéal, oui, ça pose vraiment ça enrichit la chose, non? Oui, oui, ça l'enrichit et ça donne aussi un peu mal à la tête, toi, tu vois. Il n'est pas toujours névrosant dans la mesure où il joue un rôle positif, notamment dans l'œuvre esthétique. Il parle toujours de Narcisse et de sublimation pour un idéal. Cette idéalisation est liée à une espérance. Voilà, il poursuit donc dans cette direction d'une telle fragilité qu'elle s'efface au plus léger souffle. Ouais, ça va bien avec le narcissisme, je pense, en tout cas. Mais pas pour les mêmes raisons qui sont communément admises, qui sont simplement une question d'égocentrisme, c'est pas du tout ça. Et Bachelard en profite pour proposer une interprétation cosmique du narcissisme. Mais où va-t-il s'arrêter? Je vous rappelle que Bachelard, c'est le qui a fait passer le bac de philo à la maman de notre camarade Jean. Bon, à l'hypo, la maman de notre camarade Jean, mais bon, elle doit avoir de la conversation aussi. Voilà. C'est la forêt et le ciel qui se mirent dans l'eau avec Narcisse. Ouais, il n'est pas tout seul. Il y a la forêt et le ciel. Il n'est plus seul, l'univers se reflète avec lui et l'enveloppe en retour, s'animant de l'âme même de Narcisse. Si le monde est un immense Narcisse en train de se penser, où se penserait-il mieux que dans ces images? Ces images SES, pas dans ces images CES, mais SES, dans ses propres images.
Nous demande Bachelard avant d'ajouter « Dans le cristal des fontaines, un geste trouble les images, un repos les restitue, le monde reflété et la conquête du calme. » Parfait. Ouais. Je répète, dans le cristal des fontaines, vous imaginez, le cristal, le miroir de la fontaine, bien lisse, un geste trouble les images. C'est vrai que si vous mettez un doigt, vous tripotez un peu l'eau, votre image devient floue, elle se fragmente, etc. Un repos les restitue. C'est une magnifique métaphore. Le monde reflété est la conquête du calme. Ouais. Bon. N'est-ce pas? Alors donc, on peut conclure qu'en regardant le Narcisse du Caravage, on ne peut s'empêcher de penser qu'il a fait sienne, bien avant qu'elle ne soit formulée, cette proposition de Bachelard, comme quoi les grands artistes, se rencontrent à travers plusieurs siècles de distance. Ils restituent les mêmes possibles, enfin les mêmes. Ouais, c'est magnifique. Bon, et toi, ce que tu viens de dire, c'est beau comme du Bachelard. Arrête. Non, si, c'est bien. Bon, très, très Galleria Nazionale d'Arte Antica di Palazzo Barberini à Rome. Alors, http:// Galleria avec 2 L, Borghese, c'est d'un seul mot, Borghese, BORGHESE, Galleria avec 2 L, .it, /Barberini quand même, hein. Bon, BARBERINI /IT. Voilà, mais ça sera sur le blog de la... IT comme Italie et tout simplement Barberini parce que la galerie Borghese, donc qui est la galerie nationale d'art antique en Italie, est partagée entre 2 palais. Voilà, celui-là, le Narcisse du Caravage, c'est au Palazzo Barberini. Voilà. Bien, mais merci bon Jean pour ce beau texte. C'était Narcisse des 6 métamorphoses d'après Ovide par Benjamin Britten, une partition pour hautbois-sol interprétée par Nicolas Daniel. Voilà, c'était sur Radio Libertaire, la voix des fédérations anarchistes, sans Dieu, sans maître, sans pub, le rap appliqué au Quattrocento, quelque chose comme ça. Araka est la 138e, Piquécou, Jean, qui va s'y coller tout de suite pour sa petite histoire d'artiste peintre. On continue avec les jeux de miroir, mais c'est pas moi qui vais m'y coller. Je vais
transmettre ce flambeau. C'est encore une histoire de chef-d'œuvre. La reproduction interdite, ça c'est 1937. C'est une toile peut-être pas aussi célèbre que le Narcisse à la fontaine de Caravage, mais pas loin. Donc la reproduction interdite, c'est par René Magritte. Magritte, c'est 1898-1967. Si les premiers tableaux de Magritte s'inspirent des intérieurs métaphysiques de Chirico, sa peinture va vite évoluer vers des scènes improbables, génératrices de doutes, après sa rencontre avec le groupe surréaliste de Paris. Au tout début des années 1930, il se préoccupe surtout des rapports de l'image d'un objet avec sa dénomination, comme dans les fameux « Ceci n'est pas une pipe » et « Ceci n'est pas une pomme », qui connaîtront un grand succès auprès du grand public comme des intellectuels distingués, qui enseignent la sémantique, l'image d'un objet n'étant bien sûr pas l'objet lui-même, seulement sa représentation. Pourtant, au passage, consciemment ou non, Magritte a violé l'une des lois intangibles de la peinture du sujet, qui associe le réel à son image. Il ira encore plus loin, peignant des définitions dites contradictoires. Un œuf sera baptisé l'acacia, un chapeau melon la neige, un marteau le désert, une bougie le plafond. Plus intéressant à mon sens, un simple verre pourra contenir l'orage. Puis, les objets se transformeront pendant leur description narrative, comme cette paire de chaussures qui se termine en orteil de chair, cette locomotive qui devient tuyau de poêle, ces oiseaux qui poussent comme des feuilles, ou cette crête de montagne qui se métamorphose en aigle aux ailes déployées. Avant la fin des années 30, sa peinture se radicalise, et Magritte affirme l'incapacité de l'esprit à penser sans recourir à la dialectique, une exploration qu'il n'abandonnera plus. C'est de cette période que date la reproduction interdite. Edward James est le fils oisif d'un magnat américain des chemins de fer qui, après sa découverte du surréalisme, a transformé une partie de son domaine en maison surréaliste. Un cas resté unique. Acceptant la commande que lui fait ce riche mécène de réaliser son portrait, Magritte se refuse à lui fournir une image forcément idéalisée de lui-même et préfère le résumer au simple souvenir qu'au mieux il laissera s'éloignant déjà. Il le représente donc de dos, devant un miroir, au-dessus d'une cheminée, qui reflète non pas le visage de James, mais la même image de son dos qu'au premier plan. Le résultat, étonnant, donne le sentiment que le personnage représenté ne pose pas, et qu'il livre ainsi une plus grande part de son intimité. Même si Magritte ne va pas jusqu'à la mise en abîme, comme dans la fameuse Vache qui rit de Benjamin Rabier, on devine que cette répétition est vouée à ne jamais s'interrompre. Au demeurant, aucun dialogue ne semble pouvoir se mettre en place entre le sujet et le spectateur. Pas plus d'ailleurs qu'entre le peintre et son modèle. Mais une conclusion s'impose. Si ce miroir au-dessus de la cheminée ne dit rien, c'est forcément, connaissant Magritte, qu'il dit tout. Et c'est ainsi que l'on devine que la mise en abîme se fait ici dans le personnage en soi-même, c'est-à-dire Narcisse en mécène, en quête permanente d'un regard sur lui qu'on lui refuse. Réalisant une sorte de portrait posthume, comme l'ont beaucoup fait les grands maîtres de la Renaissance, Magritte avait-il vraiment conscience qu'il avait peint ici, non un portrait, mais le portrait d'un portrait, annulant du même coup le sujet par anticipation ? Ouais. Voilà. Alors tu nous dis où est-ce qu'il est exposé, ce tableau ? Désolée, j'avais oublié. Ah, tu vas pas t'en tirer comme ça. Alors, il est exposé au Museum Boijmans van Beuningen à Rotterdam. Donc, le site internet http://www.boijmans.nl. Boijmans, B-O-I-J-M-A-N-S. Voilà. Et NL comme Néderlande, bien sûr. Mais personnellement, je préfère de beaucoup. Je veux encore donner des boutons à Jean. Je préfère de beaucoup la mise, le miroir convexe du Parmigiani, plutôt que les turlupinades de Magritte. Ah, intéressant quand même cette reproduction interdite. Hein. Oui, il y a les tableaux de Magritte les plus intéressants ne sont pas forcément les plus connus. Et puis c'est sûr que techniquement il n'a pas la virtuosité du Parmesan ni
Ni du Caravage, voilà. Ça fait un peu étriqué, tout ça. Voilà. J'ai cru que tu allais nous dire que tu préférais largement la vache qui rit de Benjamin Rabier. Oui, j'aurais pu le dire, mais je veux pas pousser les choses trop loin. Oui, mais j'étais persuadé que tu me raterais pas celle-là, mais bon. Non, je préfère carrément descendre Magritte. Plutôt que d'exalter Jean-Marie Rabier. Benjamin, Jean-Marie et Gustave, Gilbert. Mais voilà, c'est l'inoubliable créateur de Gédéon, le canard. Oui. Ah oui, moi, j'ai même un vieux bouquin avec les fables, c'est les fables de La Fontaine, illustrées par Benjamin Rabier. Ah oui. Ouais. Non, c'est vraiment intéressant. Même beaucoup. C'était un extrait du Boléro de Ravel. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, je vous la fais courte. Racaille, je vous la fais courte. Avec à la régie, je vous la fais courte. À la missionner à l'art et à ses exposés sur l'art, je vous la fais courte aussi, mais qui va tout de suite vous poser des expositions à voir absolument. Voilà. Puis avant les expos, le Boléro, il était interprété par l'orchestre symphonique d'Osaka. Et alors, si vous... Voilà. Ben non, mais... là, il vient de vous dire, ça veut dire interprété par l'orchestre symphonique d'Osaka, mais en japonais, bien sûr. C'est vrai, t'es... Ah non, Non, mais t'as un japonais impressionnant. Ah non, oui, je me demande si c'est pas une réincarnation, quoi, tu vois. Bon, tiens, puis tu veux une gentillesse d'Éric Satie sur Maurice Ravel, avant d'attaquer les expos? Ouais. Vas-y. C'était des copains, quand même, hein. Faut pas l'oublier. Maurice Ravel a refusé la Légion d'honneur. Mais toute sa musique l'a accepté. C'est dégueulasse. Une gentillesse d'Éric Satie. Oui. Voilà, alors les expos à ne pas manquer. Chiharu Shiota. D'où j'imagine l'orchestre symphonique d'Osaka, parce que Pikeku, elle nous tente des choses tout le temps, c'est extraordinaire. Hein. On ne pourrait plus s'en passer. Hein. Donc ça, c'est à la galerie Daniel Templon, 30 rue Beaubourg, 75 003 Paris, jusqu'au 18-02-2012. Vous avez une quinzaine de jours pour y aller. Hein. 3 semaines quand même, un peu moins de 3 semaines. Dans cette monumentale et spectaculaire installation, toile d'araignée, je mets ça entre guillemets, faite de fils de laine noire, d'ampoules et d'électricité, l'artiste japonaise Chiharu Shiota, c'est une artiste contemporaine, met en scène, comme elle le dit elle-même, le miroir des sentiments. Voilà, ça c'était pour coller à notre fil conducteur aujourd'hui. Hein. Et puis les Parisiens au Mont-de-Piété.
C'est au Crédit Municipal, ça c'est 55 rue des Francs-Bourgeois. Il y en a sans doute auxquels j'ai pas besoin de donner l'adresse, mais je le fais quand même. 75 004 Paris. Ah, j'y suis passé il y a quelque temps. C'est valable jusqu'au 31/01/2012. Autrement dit, ça finit ce soir. Ah oui. Là, il faut y aller tout de suite, voilà. Vous avez donc jusqu'à ce soir pour voir cette exposition qui retrace en fait l'histoire de ma tante, hein, tu vois, c'est son surnom, hein, ce monde piété, fréquenté par les Parisiens depuis 5 siècles, créé en 1637 pour lutter contre l'usure pratiquée par les banquiers lombards. L'intention était plutôt bonne, hein. Le monde piété fit office de caisse de secours et de banque de prêt pour les Parisiens. Fermé en mars 1644 car jugé comme un monde impiété. Il sera rouvert par Louis XVI pour lutter contre les usuriers qui prêtent jusqu'à 120% par an. Ouais, c'était que dalle par rapport à aujourd'hui, non, je plaisante. Il deviendra Crédit Municipal de Paris en 1918. Aujourd'hui encore, ma tante accueille 650 clients par jour et l'activité du prêt sur gage y est en constante augmentation. Toutefois, enfin je me demande si c'est pas de la publicité ça, 9 objets sur 10 disposés contre liquidité sont finalement repris par leurs propriétaires, hein, le reste étant vendu aux enchères. Voilà. Alors au travers de caricatures, Daumier ou Gavarni en particulier, de photographies anciennes, de sculptures, de coupures de journaux, l'assiette au beurre par exemple, d'objets déposés, l'exposition retrace ou raconte l'histoire de ce lieu qui a inspiré de nombreux artistes. Ouais. À toi mon Robert. Aussi un lieu où contrairement aux idées reçues, ce sont pas les vraiment pauvres qui y vont parce qu'ils n'ont pas grand-chose à proposer, mais plutôt les gens des classes dites aisées ou supérieures, quoi, qui sont dans la débine, une débine momentanée. Temporaire, oui. Oui, temporaire, tout à fait. Donc toujours sur Radio Libertaire et nous allons passer tout de suite une zik de... je crois qu'il vaut mieux que tu attaques tout de suite. Ouais, puis on passera la zik après, mais une zik voilà, qui concerne... Une zik de Ferré qui concerne la Mouise, voilà, justement. Notre-Dame de la Mouise, par exemple. Ah, ouais. Bon. Donc, je passe le don que vous l'oubliez tout de suite. C'est un vocable qu'on doit toujours éviter de prononcer dans un micro. Les annonces concernant les œuvres de notre chère fédération anarchiste. Les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, oui, les bonnes œuvres, parce que bon, non, mais c'est pas la fédération anarchiste n'est pas d'obédience religieuse, mais on a quand même nos bonnes œuvres. Bon. La radio, donc, que vous écoutez en ce moment, et qui, comme je vous le rappelle chaque mardi, a toujours besoin d'un peu de fraîche pour pouvoir remédier aux défaillances techniques de notre régie, qui est manipulée par plus d'une centaine, disons 200 animateurs de radio, tantôt des techniciens d'élite, tantôt d'autres qui le sont moins. Tantôt les doigts de fée de piquet-cou, oui. Tantôt, oui. Oui, tantôt mes quarts de saucisse. Voilà. Non, c'est pas du tout à toi que je pensais. Non, mon Jean, bien sûr que non. Je pensais à des grossiers, ce qui est absolument pas ton cas. Non, bien sûr, mon Jean. Bon, enfin, passons. Vous tentez d'oublier cette petite aparté. Voilà, donc la radio, qui pour justement pouvoir remédier à toutes ces choses, édite une carte auditeur que vous pouvez vous cramponner pour 20 € que vous déboursez à la librairie Publico, dont Jean vous rappelle l'adresse toutes les semaines, que je vais encore vous rappeler, 145 rue Amelot à Paris dans le 11e, où Laurent et Max, nos deux chéris permanents, sont là pour vous gratter des thunes. Bon. Ça, c'est pour la carte d'auditeur. Vous pouvez aussi contribuer à la pérennité de cette radio en vous inscrivant, en demandant d'être membre de l'association des Amis de Radio Libertaire. C'est une association qui existe. Et là, la contribution minimum est de 5 € prélevés mensuellement sur votre somptueux compte en banque. Pour ceux qui n'en ont pas, ou qui sont en transit d'une banque à l'autre parce qu'ils n'ont pas assez de thunes pour avoir un compte permanent, ceux-là, évidemment, on les sollicite pas. On sollicite que ceux qui ont un peu de thunes, quand même. Voilà. Les classes moyennes, encore, on va vous dire, qui sont toujours les mêmes, et les vaches à lait. Mais non, il n'y a pas que les classes moyennes qui sont vaches à lait. Je pense que même les classes défavorisées en ramassent plein la gueule. Bon, ceci évacué, vous avez la librairie Publico, où donc Jean, Laurent et Max officient, ouverte tous les après-midi et toute la journée le samedi. Je vous donnerai pas vraiment les horaires, mais vous pouvez voir tout ça sur le net. Vous tapez Librairie Publico, puis vous avez tout ce qu'il vous faut. Où Laurent et Max vous accueillent pour vos achats de livres militants ou de littérature générale.
pour des CD, pour des affiches, des flyers, des t-shirts, des pins, enfin bon, tout le petit bazar qu'on peut trouver dans une librairie militante ou pas d'ailleurs, et qui peut parfois adoucir les fins de mois. Bon, cette librairie militante aussi qui est un dépôt de presse du monde libertaire, le journal de la Fédération anarchiste, la 3e des bonnes œuvres de la Fédération, où vous pouvez vous abonner aussi à la librairie Publico, vous pouvez vous abonner au Monde Libertaire, ce qui est un geste salutaire, si on peut dire ça comme ça. Pour un magazine, comme beaucoup de magazines, mais vous avez la Tribune qui vient de se casser la gueule. Vous voyez, il n'y a pas que dans le monde militant où les journaux disparaissent, même si dans le monde capitaliste aussi, c'est un monde impitoyable. Et mais les petits journaux militants comme les nôtres, c'est encore plus dans le collimateur de Pressalis, successeur d'un monopole de presse issu de la résistance, dont j'ai un petit trou, là je me souviens pas du nom, je le répète tout le temps, mais parfois je m'en souviens pas. Et Pressalis qui essaye lui aussi, qui essaye elle aussi, ou lui aussi on ne sait pas, c'est une entité, bon, bref, qui essaye de liquider tous les petits magazines comme ça, qui sont plus une charge pour elle qu'autre chose, parce que vous savez, dans ce chose de la résistance, l'organisation qui chargeait la diffusion de la presse, le deal c'était que les grosses publications, celles qui rapportaient beaucoup de fric, payaient pour les petites, pour la diffusion. Voilà, maintenant c'est de moins en moins le cas. Enfin, ils essayent de se débarrasser de ces acquis de la résistance, ouais. Comme on essaye de zapper la Sécu et toutes ces choses-là. Voilà. Ce sont donc 3 œuvres qui sont évidemment un peu fragiles financièrement, parce que tout ça est régi par des associations. Vous savez que les associations sont pas vraiment. Le gouvernement a supprimé plein de subventions pour plein d'associations qui faisaient un boulot utile sur le terrain. Et nous, comme toutes les autres, on est dans le collimateur de ces gens-là, et on ne subsiste que grâce à votre gentillesse, à votre générosité. Et voilà, j'ai tout dit. Bon, nous remercions les auditeurs, surtout notre camarade Pichekou et ses petits doigts de fée, pattes de poule, disons, qui officient dans la régie. Salut. Non, ça c'était Maïté, les pattes de poule. Oui, Maïté. Bon, salut Maïté. On attend toujours que tu viennes casser la croûte avec nous. Piquicou a des doigts de brodeuse. Ah oui, des doigts. Oh, bah oui. Des formations professionnelles obligent. Oblige. La reine de la machine à coudre. Allez, salut à tous. Avant d'écouter Notre-Dame de la Mouise parler au Ferré, on peut rappeler le club de lecture de la librairie Publico, vendredi 3 février à partir de 19h30. Le thème du jour, ce sera les utopies concrètes. Et à partir d'une BD autobiographique qui s'intitule La communauté, il y aura une discussion libre. Donc le thème de la BD, en 1974, une vingtaine de jeunes décident de démontrer par l'exemple qu'on peut travailler sans patron et refuser la société de consommation.